Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence sur le thème du handicap et le sport vecteur de l'emploi inclusif. Je me permets de vous rappeler que le ministère des Sports conduit depuis 2003 une politique volontariste afin que le sport soit un outil de promotion individuelle, d'intégration sociale et professionnelle, favorisant la santé et l'autonomie des personnes en situation de handicap. L'accès aux pratiques sportives et aux activités physiques de leur choix est une priorité. La Ligue Aura, la Ligue donc Auvergne-Rhône-Alpes de la FFSE, est heureuse de vous accueillir pour échanger sur ce sujet. Nos supports visuels sont inspirés du FALC, c'est cela, facile à lire et à comprendre. Je pense que Laurie pourra vous expliquer. Et pour permettre une compréhension par tous et par toutes. Vous retrouverez en barre d'informations un document pour une simple compréhension. Je me présente, donc je suis Myriam Fontaine, la nouvelle présidente de la Ligue Aura FFSE depuis le mois de novembre. Et je suis accompagnée de deux de mes collaborateurs que j'invite à se présenter. Eh bien d'abord, Séverine, je te passe la parole. Merci. Bonjour à tous, à toutes. Je suis Séverine Osterman, conseillère technique fédérale à la Fédération française du sport en entreprise, représentante de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Je coordonne actuellement tous nos événements sportifs sur la région pour permettre aux salariés des entreprises de pratiquer une activité physique et sportive sur leur temps de travail ou dans le monde professionnel. Je laisse la parole à Laurie. Alors, moi, c'est Laurie Pelouse. Je suis donc arrivée à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport d'entreprise en février, donc c'est aussi récent, donc en service civique. Donc mes missions sont, voilà, je suis responsable du pôle handicap et j'ai organisé donc cette conférence. Et parallèlement, je suis enseignante en activité physique adaptée, donc je suis toujours étudiante. Et donc voilà, c'est plus connu sous le nom de coach sport santé, mais on a un titre quand même bien approprié. Séverine, je t'invite à présenter notre ligue. Merci. En effet, la Fédération française du sport d'entreprise a 3 pôles d'expertise. Le premier, c'est l'organisation de manifestations sportives. Donc à travers cette expertise d'organisation, nous permettons à des salariés d'entreprise de pratiquer une activité physique et sportive sur leur temps de travail à travers une journée team building, des tournois sportifs, une conférence, des ateliers en after work, etc. Ces organisations peuvent se porter sur une demi-journée, une journée entière. Et notre idée, c'est de remettre en mouvement les collaborateurs d'entreprise, puisque les sportifs, eux, ont l'habitude, sont licenciés dans leur club. L'idée, c'est vraiment de promouvoir l'activité physique et sportive en entreprise à travers des événements sportifs sur une période ponctuelle ou sur le long terme. Et pour répondre à cette question de longévité de la mise à disposition de coachs ou permettre l'activité physique en entreprise, on a un dispositif qui s'appelle Bouger en entreprise, où là, c'est clé en main, un dispositif d'accompagnement de A à Z, où on procède à un audit, donc un sondage en interne pour connaître la typologie des salariés, comprendre leurs besoins et leurs attentes en termes d'activité, si c'est plutôt du sport santé, si c'est plutôt du bien-être ou si c'est plutôt de la cohésion d'équipe, du renforcement musculaire, etc. Nous traitons toutes ces thématiques-là. Ensuite, nous avons une réflexion autour de ce projet-là pour répondre aux attentes des entreprises et des collaborateurs. Et en troisième lieu, nous mettons en place l'organisation où nous proposons nos différents coachs certifiés par la FFSE, notamment à travers le certificat d'activité physique en entreprise que nous surnommons le CAP, qui permet de certifier et de professionnaliser les éducateurs sportifs pour connaître le monde de l'entreprise, connaître les freins et la particularité de ce public-là, pour mettre en place des activités, des plans d'action, des programmes, des séances, des cycles d'activité physique. Également, le deuxième pôle d'expertise, c'est la formation. Nous sommes organisme de formation et nous permettons aux salariés d'entreprise, mais également aux managers, aux directeurs, à toutes les strates hiérarchiques, de pouvoir intégrer de nouveaux collaborateurs, de pouvoir se former continuellement à travers l'activité physique. Donc le sport est clairement un vecteur de formation, mais aussi d'intégration, puisque nous travaillons sur la cohésion d'équipe.
Nous travaillons également sur des thématiques de diversité, d'intégration, d'inclusion. Et c'est à travers tout cet organisme fédéral de formation que nous permettons cela. Le troisième pôle d'expertise, c'est le conseil expertise. Aujourd'hui, nous accompagnons les entreprises dans leur démarche de mise à disposition de politiques internes sportives en entreprise, c'est-à-dire qu'on va les conseiller sur la création d'une salle de sport. Donc la salle de sport peut s'entendre avec une salle équipée de machines, de coachs, mais également une salle où les salariés vont juste vont avoir l'opportunité en fait, d'obtenir une séance d'échauffement, un éveil musculaire. Donc il faut vraiment voir la notion de salle de sport très large. Et nous accompagnons ces entreprises qui souhaitent développer cette politique interne de manière juste et accompagnée en suivant les réglementations, la juridiction, etc. Parallèlement à ces trois pôles d'expertise, nous répondons aux demandes des entreprises sur la mise à disposition de coachs, d'événements sportifs, vous l'aurez compris. Et notamment cette année, avec le nouveau bureau, avec les ressources en interne dont Laurie fait partie, nous mettons un point d'honneur sur le handicap. Et ce projet de conférence aujourd'hui s'inscrit dans le projet de Laurie qui va vous le présenter plus tard. Mais c'est surtout aussi promouvoir la course de la diversité qui aura lieu le 24 septembre 2021 au Parc de Paris. Cette manifestation est une course ou une marche de 3 ou 6 km pour promouvoir la diversité en entreprise avec les collaborateurs. Donc l'idée, c'est de créer des duos qui permettent de promouvoir donc cette diversité, encore une fois. Ces duos-là s'inscrivent dans des classements. Donc nous retrouvons le duo mixité, mixité homme-femme par exemple. Un duo intergénérationnel, donc un exemple, un stagiaire avec le DRH, un intérimaire avec un employé sur le départ à la retraite, etc. Également un duo handi-valide, donc une personne en situation de handicap avec une personne valide. Et également, nous avons créé le duo libre, puisque pour la petite anecdote, il y a 3 ans, on avait un gardien de la paix qui a couru avec un détenu. Donc c'est une journée pensée team building pour les entreprises qui répond aux enjeux de la diversité, mais aussi de la cohésion d'équipe, qui permettra également de faire découvrir des nouvelles activités physiques et sportives aux collaborateurs grâce à notre village d'animation qui sera animé par nos clubs sportifs, nos partenaires, dont plusieurs qui sont présents aujourd'hui pour la conférence. Et également, en parallèle, nous organisons un job dating pour répondre aussi aux questions de l'emploi inclusif, mais aussi de permettre à des recruteurs de rencontrer des demandeurs ou des demandeuses d'emploi à travers l'activité physique, puisque l'idée est de pratiquer une activité physique tout en recrutant et en rencontrant des entreprises. Je laisse la parole à Laurie. Du coup, je vais pouvoir présenter un petit peu plus mon projet, donc, que j'ai nommé Sensicap, pour sensibilisation au handicap un peu en raccourci. Donc c'était vraiment pour objectif de promouvoir le handicap, notamment à mon équipe qui n'était pas forcément sensibilisée ou formée à cela, et notamment sur nos différents événements sportifs qu'on organise annuellement. Donc tout d'abord, le plus naturellement possible, je vais dire que je me suis rapprochée en fait des ligues sportives justement spécialistes dans le handicap, donc la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport adapté et ainsi la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de handisport qui sont présents aussi aujourd'hui pour justement sensibiliser et voilà, faire découvrir un petit peu plus la notion du handicap, rencontrer des personnes en situation de handicap, pouvoir mieux les comprendre. Donc voilà, on a eu une journée de sensibilisation qui a eu lieu il y a quelques semaines avec la Ligue Sport Adapté. On aura certainement une sensibilisation aussi pour le handicap moteur et sensoriel prochainement. Ensuite, voilà, c'est comme l'a dit Séverine, de promouvoir aussi la course de la diversité. Donc elle s'inscrit aussi dans mon projet puisqu'on va essayer d'intensifier le pôle handicap. On va essayer de rendre justement le maximum de pratiques sportives accessibles à tous et à toutes. Voilà, on va pouvoir essayer de mettre en place des parcours sportifs pour justement essayer de se mettre à la place des personnes en situation de handicap. Bien sûr, c'est pas toujours possible, hein. Se mettre dans un fauteuil, ça on peut le faire.
Par contre, tout ce qui est de l'ordre mental ou psychique, ça devient plus compliqué. Donc là, c'est vraiment une rencontre qu'il faut faire. Et justement, en collaboration avec la Ligue de sport adapté, on met en action des possibilités de se mettre en duo avec des personnes en situation de handicap mental ou psychique. On aura aussi des sportifs de haut niveau qui seront parrains de l'événement. Donc voilà, après, si vous voulez vous renseigner un peu plus, comme l'a expliqué déjà bien Séverine, vous pourrez voir dans le lien dans la barre d'infos ci-dessous. Donc voilà, et l'événement aussi qui se passe aujourd'hui, hein, c'est important de le spécifier. Donc c'est la conférence qui faisait partie aussi de ce gros projet. Donc voilà, il me semblait important de parler voilà, du sport, de l'entreprise et du handicap. C'est les trois sujets voilà, qu'on promeut cette année et qu'on est fiers justement de faire des actions pour sensibiliser le public. Donc, fort de nos collaborations sur nos divers événements, nous sommes heureuses d'accueillir les différents acteurs présents aujourd'hui sur le plateau. Donc, je vous présente François-Xavier, Nicole et Vincent, à qui je vais laisser la parole pour se présenter chacun leur tour. Donc bonjour à tous, François-Xavier Girard, donc je travaille à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport adapté, je suis conseiller technique fédéral, en charge spécifiquement de la coordination et de l'animation des formations. Ça fait 8 ans que je travaille au sport adapté, et donc c'est une fédération qui accueille les publics avec un handicap mental ou psychique, et qui les accompagne dans leurs projets sportifs, et dans la réalisation de ce projet sportif. Donc je vous invite à prendre connaissance, on vous a mis une petite vidéo de présentation des différents secteurs d'activité de la Ligue qui vous permettra de mieux comprendre nos actions. Merci pour cette belle vidéo de présentation. Maintenant, je vous laisse la parole, Nicole, pour vous présenter. Bonjour Laurie, bonjour à tous. Donc moi je représente l'AGFIP. Aujourd'hui je m'appelle Nicole Saunier. Alors l'AGFIP, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisme qui, c'est le fonds d'insertion en fait des personnes handicapées. Concrètement, notre mission de tous les jours, c'est vraiment d'accompagner vers l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées. Alors on a des actions proactives en matière de recrutement, en matière d'intégration et en matière de maintien dans l'emploi. Alors dans les entreprises aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être au travail, de bien travailler ensemble. La RSE, c'est une vraie question dans les entreprises. Et en fait, les valeurs que l'on retrouve dans le sport, eh bien, on peut très facilement les transposer en entreprise, d'où la présence de l'AGFIP ici aujourd'hui à vos côtés. Bonjour à tous. Moi, je suis Vincent Bourry, un athlète de la Fédération française handisport en tennis de table, avec un parcours au début de ma carrière comme sportif de haut niveau valide, inscrit dans une école d'ingénieur à Lyon pour préparer à la fois un cursus d'ingénieur en sport-études et une carrière sportive. Et pendant cette scolarité, j'ai eu un accident. Et suite à cet accident, je me suis retrouvé paralysé. Et depuis, je me déplace en fauteuil roulant. Et j'ai repris les études. J'ai trouvé d'abord une fonction en tant que salarié dans le bassin grenoblois, et j'ai repris le sport également. Donc aujourd'hui, je fais du sport après une carrière qui a été riche et qui est toujours intense, même si je fais partie des anciens maintenant. En tennis de table, j'ai de nombreux titres nationaux, européens et mondiaux. J'ai participé à 5 Jeux paralympiques. J'ai obtenu 5 médailles, dont la médaille d'or à Pékin, celle dont je suis le plus fier en tennis de table. Et là, je suis en cursus de création de ma propre structure pour intervenir en entreprise, en collectivité ou en club sur des notions d'accompagnement, de coaching, de formation et d'animation de séminaires autour des notions de performance, de résilience et de mieux vivre et mieux travailler ensemble. La conférence va se dérouler en plusieurs parties. Nous commencerons par définir en général et plus spécifiquement ce qu'est le handicap. Ensuite, nous parlerons plus de l'insertion professionnelle et il y aura aussi des présences de témoignages. Et nous continuerons avec la pérennisation de l'emploi, donc comment garder un emploi à long terme. Et nous finirons par un sujet d'ouverture qui sera sur l'insertion par le sport. Alors finalement, Nicole, est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce qu'est le handicap? Je n'ai pas tellement envie de parler du handicap, mais des handicaps.
Il faut bien avoir en tête que 85% des handicaps sont invisibles. Alors certes, spontanément, lorsqu'on interroge les personnes sur c'est quoi pour vous le handicap, elles vont toutes spontanément parler du handicap moteur. Voilà, on va avoir la représentation de la personne qui a vraiment des difficultés à se déplacer. Alors, certes, le handicap moteur est là, je crois que sa part est de 45% dans tous les types de handicap, mais justement, il n'est pas majoritaire et il y en a plein d'autres. Et on peut citer les maladies invalidantes, par exemple. Une maladie invalidante, eh bien oui, c'est handicapant. On peut citer le handicap mental, le handicap cognitif, bien évidemment le handicap visuel, le handicap auditif. Et tout ceci fait que le handicap étant très différents, les réponses que l'on va devoir apporter, et là je me place dans le milieu professionnel, vont être complètement différentes. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête, il n'existe pas une seule sorte du handicap. Donc merci Nicole pour cette précision, et on va peut-être, François-Xavier et Vincent vont peut-être nous parler plus des catégories spécifiques pour définir le handicap. Alors effectivement, on peut commencer par exemple sur le handicap mental. Qui auprès des personnes qui relèvent de ce type de handicap-là, en fait, se sentent sur des difficultés d'apprentissage qui ont pour effet dans leur vie quotidienne finalement d'avoir un développement et des capacités cognitives, intellectuelles, de communication, de sociabilisation qui va être plus difficile, mais vraiment lié à l'apprentissage et aux difficultés d'apprentissage. En France, on estime autour d'1 million de personnes qui seraient sur cette situation de handicap-là. Et après, du coup, nous, ce qui nous touche par exemple au sport adapté, c'est le handicap psychique, qui lui relève pas de difficultés de capacité intellectuelle, mais relève d'une maladie psychique, de troubles qui vont avoir un effet sur l'expression de ces capacités intellectuelles. Ce qui est à noter aussi, c'est que finalement, on est aussi autour d'1 million de personnes qui seraient touchées par ce type de troubles et de handicap. Et ce qui est aussi intéressant d'avoir en tête aussi, c'est que finalement, on est plus ou moins tous pas très loin de ces problématiques-là, puisqu'on estime qu'une personne sur 4 au cours de sa vie sera confrontée à des problématiques liées aux troubles psychiques. Donc c'est quelque chose qui est aussi relativement proche de nous au quotidien. Alors, en ce qui concerne le handicap moteur et sensoriel, ça couvre essentiellement des problèmes physiques comme liés à un accident, mais ça peut être inné également, comme souvent on pense à des personnes qui sont concernées par une paralysie, type le paraplégique ou tétraplégique. Et puis ça concerne aussi les handicaps sensoriels pour des personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes, ou malentendantes ou non-entendantes. D'accord, merci pour ces différentes précisions. Et c'est vrai qu'il ne faut pas restreindre seulement une personne, comme vous l'avez dit, à son handicap. Justement, avant tout, c'est une personne qui a des compétences comme tout le monde. Et voilà, comme vous nous disiez aussi, ça peut être la situation au final qui est plus handicapante. Et au final, c'est pour tout le monde pareil. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et Nicole pourrait nous présenter un peu plus qu'est-ce que le handicap en entreprise ou qu'est-ce qu'une situation handicapante dans le monde professionnel. Vous avez tout à fait raison de parler de situation de handicap. En fait, il faut toujours partir de la problématique de santé qui va engendrer une difficulté à accomplir une mission dans le cadre de son activité professionnelle. Et c'est cette combinaison de ces deux facteurs qui va aboutir à une situation de handicap au travail. Alors, une situation de handicap au travail, elle est facilement compensable, soit par des outils technologiques. Pour exemple, imaginons une personne qui soit chauffeur routier et qui ait un problème, je ne sais pas moi, qui ait une prothèse de jambe, par exemple. Eh bien, il existe aujourd'hui des espèces de petites plateformes qui vont l'aider à monter dans sa cabine très simplement. Pour une personne malvoyante, ça peut être un grand écran, un système de loupe, etc. Donc, toute la technologie est vraiment au service du handicap. Mais le handicap peut être également compensé de façon organisationnelle. Imaginons quelqu'un qui souffre d'une maladie invalidante et qui ait besoin de temps de repos régulier. Eh bien ça, c'est aussi
une façon de compenser le handicap pour que la personne puisse faire son job de façon la plus facile possible et la plus fluide possible. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait une multiplicité de handicaps et donc une multiplicité de réponses à apporter à ces situations. Eh bien, dans l'entreprise, les managers doivent vraiment s'attacher à bien comprendre les besoins de leurs collaborateurs en situation de handicap et puis connaître les acteurs qui sont à même de leur apporter des réponses et des solutions de compensation du handicap. Merci. François-Xavier, avez-vous quelque chose peut-être à rajouter dans ce que Nicole était en train de dire? Alors effectivement, on parle beaucoup de cette situation de handicap. Moi, j'aimerais rappeler que du coup, depuis 2001 et 2005 en France, donc 2001 par l'OMS et 2005 en France, le cadre du handicap et la définition pour une personne de ce qu'est son handicap, effectivement, comme disait Nicole, ne se résout pas à la déficience ou à la problématique qui est liée à sa maladie. Mais réellement à la situation dans laquelle il va se retrouver dans sa vie quotidienne et qui va faire qu'on va parler de cette situation de handicap. Donc finalement, aujourd'hui, la situation de handicap, quand on la mesure et quand on l'évalue pour une personne dans sa vie quotidienne, c'est plutôt un miroir et un reflet de l'inadaptation du contexte dans lequel on est, ce qui fait écho à notamment cette idée du manager qui va devoir prendre en compte ça et qui va devoir prendre en compte les difficultés et les particularités, les singularités du collègue, du collaborateur. Donc pour nous, on fait un parallèle assez simple dans ce contexte sportif parce que finalement, une équipe a le même objectif qu'une entreprise, c'est d'être performant et d'aller tous dans le même sens autour d'un but commun. Et donc faire pouvoir prendre en compte, adapter, ajuster quotidiennement finalement ce qui va se passer, ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre, les règles, les fonctionnements, sont aussi une forme d'adaptation qui font qu'à un moment ça permet d'être dans un contexte qui va, pour chaque participant, chaque individu, chaque collègue, chaque coéquipier, va pouvoir être pris en compte, s'investir, être intégré, être reconnu à part entière, comme les autres. Et finalement, c'est ce qu'on appelle, et ce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est être dans une situation de vie inclusive et être dans de l'inclusion. Merci pour ces précisions. Au final, on entend beaucoup que le sport et le monde du milieu professionnel ont une similarité. Donc, on fait bien d'en parler aujourd'hui. Et Nicole, vous parliez tout à l'heure d'apport de solutions, ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce propos? Alors oui, bien sûr, apport de solutions. Les solutions, elles sont diverses. Alors nous, la GFIP, on accompagne vraiment au quotidien les entreprises dans la mise en œuvre de leur politique handicap, en leur ouvrant les portes, entre guillemets, de nos partenaires, de nos partenaires acteurs de la formation, acteurs de l'insertion, en leur expliquant également comment concrètement l'offre de services à GFIP peut les accompagner, peut les aider. Encore une fois, dans ces actions de sensibilisation, c'est très important de sensibiliser régulièrement le collectif de travail à ce qu'est le handicap. Parce qu'il faut expliquer pourquoi, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, pourquoi un collègue aurait un grand écran alors que le collègue d'à côté a un écran de 20 pouces. C'est tout simplement parce que ça répond à un besoin de compensation. C'est dû à un aménagement de poste de travail et tout ça, ça s'explique. Donc l'offre de service à GFIP, elle est construite également avec les entreprises. On est vraiment à leur écoute et pas seulement à l'écoute des grandes entreprises parce que les PME et les artisans sont vraiment des acteurs très importants qui emploient, je veux dire, sans même parfois être soumis à l'obligation d'emploi, qui emploient volontairement des personnes en situation de handicap et que néanmoins, il faut accompagner comme les autres et elles ont moins de moyens humains dédiés à cette thématique et malgré tout, elles font des choses. Donc notre offre de service, elle est vraiment universelle en ce sens, à savoir qu'elle s'applique aussi bien aux grands groupes qu'aux PME ou qu'aux artisans. Merci. C'est vrai qu'on n'imagine pas toujours... justement, on imagine qu'il y a forcément de grosses adaptations en entreprise ou parce qu'on engage une personne en situation de handicap, alors que comme vous l'avez dit, au final, des fois, des petits
C'est très souvent du bon sens, en fait, Laurie, vous avez parfaitement raison. C'est très souvent du bon sens, c'est souvent et primordialement de l'écoute. Voilà, quel est le besoin qu'exprime mon collaborateur ou qui justement il n'exprime pas. Donc c'est à moi, manager, d'aller comprendre pourquoi mon collaborateur peut être en difficulté et bien du coup de connaître les diverses solutions et les divers acteurs vers qui me tourner pour justement apporter une solution très concrète, mais qui ne coûte pas des millions ou des milliers d'euros. Hein. C'est vraiment, je disais du bon sens, mais c'est vrai. J'ai un exemple en tête où, par exemple, au bureau, on a une collègue qui souffre de fibromyalgie. Bon, elle a des douleurs abominables, handicap invisible, voilà. Et bien à chaque fois qu'elle va on a une espèce de pièce commune où on s'occupe du courrier et bien les espaces de travail étaient relativement bas. Il a suffi simplement de relever de quelques centimètres cet espace de travail pour que notre collègue soit beaucoup plus à l'aise. Et puis du coup, tout le monde s'est rendu compte que finalement, c'était beaucoup plus confortable pour tout le monde. C'est ça aussi l'inclusion. Et puis voilà, relever de quelques centimètres un plan de travail, ça coûte pas cher. Il suffisait juste d'y penser. Voilà. Exactement, merci beaucoup. Justement, pour faire transition à tout ce que vous venez de dire, on va accueillir Willy, qui est gardien de foot dans 2 clubs de sport et notamment aussi salarié dans une entreprise adaptée à Élise à Lyon. Donc voilà, on va l'accueillir sur le plateau pour qu'il nous partage son expérience professionnelle et voir également s'il y a justement des adaptations à son poste et quelles sont-elles. On accueille Willy sur le plateau, bienvenue à toi. Donc tu as 2 casquettes, hein. Tu es à la fois sportif dans 2 clubs de foot que tu nous présenteras juste après et à la fois salarié dans une entreprise adaptée chez Élise qui se situe à Lyon. Donc je vais te laisser te présenter un peu ton parcours, voilà, qu'est-ce que tu as fait comme études, après voilà ton parcours professionnel. Mon parcours professionnel, avant j'ai fait un diplôme de plombier dans la plomberie pendant 3 ans, en apprentissage. J'ai eu un CAP. Ensuite, j'ai cherché du travail et c'était difficile parce que c'est difficile de s'intégrer et j'ai trouvé un travail à Lyon et ça m'a rassurée. Chez Élise. Presque 2 ans, je me suis sentie bien et maintenant je suis heureux. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que maintenant, justement, tu peux nous présenter un peu plus tes missions, un peu le concret de ton emploi et pourquoi pas aussi présenter ton entreprise Élise? Donc j'ai plusieurs missions dans l'entreprise. Je dois préparer tout ce qui est pour le recyclage. Dans chaque entreprise, il prend les produits, donc les canettes, les cartons, et en fait, il les ramène à l'entreprise. Et ensuite il est les conducteurs au sein de l'entreprise. D'accord, donc finalement, Willy a des missions assez diverses. Oui. Et voilà, ça tourne autour donc du recyclage. Donc c'est un beau geste oui. pour la planète. Donc bravo pour ce beau métier. Vous nous avez dit avoir commencé il y a 2 ans. Est-ce que justement par rapport à votre handicap, est-ce que vous avez trouvé des difficultés et si oui, lesquelles? Et quelles adaptations ont été faites en fait par rapport à vos missions? Et voilà, si vous pouvez nous partager un petit peu. En fait, je peux tout faire. C'est juste que je dois m'adapter moi pour mon travail. Et c'est par rapport à
à l'organisation, comme en fait il n'entend pas, il y a d'autres salariés qui travaillent, qui sont sourds aussi. Donc c'est facile pour lui de comprendre et de faire ce qu'il a à faire. Finalement, il n'y a pas forcément d'adaptation précise, comme vous nous le disiez. C'est seulement à vous de vous adapter. Est-ce que justement cette adaptation est facile pour vous? Il dit que s'il y a plusieurs adaptations, il y a 25 personnes sourdes au sein de cette entreprise. Et là aussi, il y a aussi la RH qui sont très enfin, ils parlent beaucoup avec du coup les personnes en situation de handicap qui vont s'adapter à eux en fait. C'est ça. D'accord, je vous remercie. Et puis, vous nous avez un petit peu évoqué sur la difficulté ou la facilité à trouver cet emploi. Est-ce qu'il peut nous préciser un petit peu plus comment il a réussi à le trouver et est-ce que, au final, c'est ce qu'il comptait faire ou pas? Donc j'ai trouvé ce travail grâce à un collègue qui est sourd aussi et qui m'a proposé cet emploi pour travailler au sein de Élise. J'ai essayé du coup, j'ai commencé par un contrat, un CDD, et je me suis intéressée et j'ai continué. Et ensuite, je me suis sentie plus à l'aise et du coup, j'ai été en CDI. Eh bien, félicitations à vous pour cet emploi et cette réussite. Merci. Bien, je remercie Willy pour son témoignage, qui était d'ailleurs très intéressant et très enrichissant. Willy a évoqué son expérience personnelle qui lui a permis en effet de trouver un travail, mais apparemment seulement en milieu spécialisé. Donc, je me retourne vers Nicole, qui va peut-être, elle, nous dire comment on peut, pour une personne en situation de handicap, trouver un travail dans un milieu ordinaire. Et est-ce qu'éventuellement, Willy, de par son type de handicap, est-ce qu'il a la possibilité, effectivement, quand même, de trouver un emploi dans un milieu tout à fait ordinaire? Alors, oui, bien évidemment. Si vous le permettez, je vais faire un petit rappel déjà sur le cadre législatif. Que prévoit la loi? La loi prévoit que les entreprises qui emploient plus de 20 salariés doivent avoir dans leur effectif au minimum 6% de personnes en situation de handicap. Alors pour répondre à leur obligation d'emploi, elles ont plusieurs possibilités. La première, c'est déjà de faire un état des lieux de ce qui se passe au sein de leur structure et peut-être d'identifier des personnes qui, pour une raison X ou Y, ne se seraient pas signalées, n'auraient pas osé, n'auraient pas pensé dire à leur employeur qu'elles étaient en situation de handicap. Donc il y a déjà un travail intéressant et très important à mener déjà au sein de la structure. Ensuite, deuxième possibilité, c'est effectivement le recrutement, l'intégration de nouvelles personnes dans l'entreprise, de personnes en situation de handicap. Alors, comment les trouver, justement, ces personnes? Eh bien, en faisant appel à Pôle emploi. Aujourd'hui, chaque antenne de Pôle emploi a un référent handicap dans son établissement. Il y a des spécialistes comme Cap Emploi qui vont davantage proposer des personnes qui vont être en reconversion souvent, mais qui ont une expérience de vie, une expérience professionnelle qui peuvent bien évidemment servir les intérêts, les objectifs d'une entreprise. Et puis, il y a des expériences qui sont en cours avec les entreprises adaptées, par notamment des choses que l'on appelle des CDD tremplins. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une expérimentation qui va permettre de remettre à l'emploi dans le milieu ordinaire des personnes jusque-là embauchées dans des entreprises adaptées. Donc, à voir, mais peut-être qu'effectivement, ça pourrait être intéressant pour Willy d'intégrer ce genre de dispositif. Pourquoi pas? Je pense que Vincent et Gilles vont peut-être aussi nous faire part de leurs expériences. Bonjour, je m'appelle Vincent Amorski, j'ai 27 ans, j'habite à Vaux-en-Velin et j'étais en collège avant. Après j'étais en lycée en carrosserie
Et maintenant, maintenant Après le lycée, qu'est-ce que tu as fait comme... tu as été en ESAT, je crois. ouais, j'étais en ESAT, ouais, c'est ça. J'étais en ESAT pendant jusqu'à 6 ans. En ESAT donc pendant 6 ans. Et après j'ai atterri dans une association qui répare des vélos. Bien, tu peux nous dire ce que tu faisais à l'ESAT? À l'ESAT, je faisais du routage, c'est-à-dire ce qui est courrier, tout ça. Je faisais ça et j'aimais pas trop. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, tu t'es retrouvé dans un atelier de réparation de vélos? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu trouves cette place? Bah, j'ai rencontré une personne dans une sortie vélo qui m'a parlé de l'association L'Atelier de l'Audace. Et après, voilà, j'ai pris contact avec eux et puis voilà. Maintenant, je suis avec eux. Ok, mais dis-moi là, tu as un t-shirt du sport adapté, la Fédération française de sport adapté, ça veut dire que tu fais du sport? Quel sport tu fais? Je fais du vélo. Je suis en équipe de France sport paracyclisme. Voilà, c'est vrai que j'ai un t-shirt comme ça. Bien, et donc parle-nous un petit peu de ton atelier qui s'appelle les Ateliers de l'Audace. Tu me dis un petit peu ce que tu fais, comment ça se passe? Bah, je commence à 8h. Je suis à mi-temps. Je répare des vélos. Je change des câbles, des gaines, tout. Ce qu'il faut faire sur un vélo. Et voilà. Je répare des vélos clients aussi. Ils font un peu de tout. Ils vendent des vélos aussi. Voilà. Et comment ça se passe à l'atelier? Comment tu fais pour apprendre? Comment tu fais pour, je sais pas, même pour savoir ce que tu as à faire? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est difficile pour toi? Bah, c'est difficile pour moi parce que les encadrants, bah, c'est pas tout le temps là pour moi aussi. Et c'est un peu difficile pour moi. Surtout pour comprendre les fiches, pour comprendre tout ça. Tu travailles avec des fiches alors. Bah, Et c'est pas toujours facile à comprendre ou c'est facile à comprendre? non, c'est pas toujours facile à comprendre. Tu sais lire, tu sais écrire? Oui, je sais lire et écrire, bien sûr. Oui, mais bon, donc ça veut dire que tu as des difficultés pour comprendre ce qu'on te demande. Voilà, c'est ça. J'ai difficulté pour comprendre les consignes qu'il faut faire sur le vélo, tout ça. C'est un peu compliqué pour moi, mais bon, fais avec. Donc ce que tu veux dire, c'est que les personnes qui t'encadrent n'ont pas, disons, le feeling pour te suivre, pour te dire ce qu'il faut faire, pour te commander, grosso modo. Voilà, c'est ça. Donc, à ton avis, tu vas continuer comme ça ou est-ce que ça va changer? Bah, ça va changer parce que il faut que quelqu'un nous aide. Vu que j'étais contacté par Cap Emploi. Voilà. D'accord. Donc, tu sais qui est-ce qui a fait en sorte que Cap Emploi intervienne dans ton parcours? C'est Loïc Agar qui m'a... Alors, Loïc Agar est une personne responsable des sportifs de haut niveau à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de sport adapté. Voilà.
Donc maintenant, tu es en cours d'évaluation pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place C'est ça. pour t'aider et te rendre beaucoup plus autonome sur ton poste de travail. Voilà, c'est ça. Et Non, mais merci pour ce témoignage. Alors là, voilà, c'est là où on retrouve en effet le lien direct entre le sport, l'insertion professionnelle et le handicap. Puisque là, on a l'exemple type d'une aide qui lui est parvenue par le sport, et notamment le sport de haut niveau. Donc bravo d'ailleurs pour tes performances. Je me permets de te tutoyer, tu es jeune. Voilà. Donc en effet, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a souvent un problème d'encadrement, visiblement. Un encadrement qui n'est pas toujours adapté, même dans des entreprises qui apparemment sont plutôt sensibilisées au problème du handicap. D'après ce que j'ai compris, ils travaillent bien dans une structure qui est censée être adaptée. Les ateliers de l'audace sont c'est une association qui est là pour faire des contrats pour les personnes éloignées de l'emploi. Et c'est des contrats d'insertion pour des personnes qui ont eu des difficultés auparavant, que ce soit scolaire ou des difficultés sociales, etc. Et ça leur permet, c'est un tremplin en fait pour leur remettre le pied à l'étrier. Bravo. Bien, je remercie Vincent et Gilles pour ce témoignage qui était très enrichissant pour nous. Et je me tourne vers Nicole. Peut-être qu'avez-vous d'autres expériences à nous démontrer ou éventuellement nous apporter un témoignage supplémentaire? Alors, une information peut-être dans le sourcing de candidats. C'est vrai que le recrutement, c'est toujours the problème pour les entreprises. Et du coup, il y a des initiatives très intéressantes qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent allier justement le sport et l'entreprise. Enfin, je crois, Laurie, que tu vas nous en parler tout à l'heure, qui sont vraiment des lieux très, très intéressants où on peut trouver des candidats qui correspondent réellement aux besoins des entreprises. Donc Laurie, je crois que tu as des choses intéressantes à nous dire là-dessus. Oui, bien sûr. Donc là, je vais parler au nom de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de la Fédération française du sport d'entreprise, justement qui ici nie comme valeur que le sport permet justement d'inclure et de transmettre ses compétences. Voilà, autrement, d'une façon un peu plus originale qu'à travers un CV, par exemple. Donc nous, on propose des job dating inclusifs sur plusieurs de nos événements qui sont ouverts à toutes et à tous, notamment la course de la diversité et la journée dynamique de l'insertion et du parrainage. En fait, le job dating sportif inclusif, ça permet justement que les collaborateurs d'entreprise et les demandeurs d'emploi partagent une ou plusieurs activités physiques et sportives ensemble pour qu'à la fois qu'il y ait un double sens, en fait, que le sportif puisse montrer ses différentes aptitudes, pas seulement physiques. Il y a aussi à travers le sport des notions d'aptitude mentale et sociale également. Et du côté du recruteur, justement, ça permet aussi de voir les joueurs un peu autrement et pas forcément en tant que joueur ni en tant que sportif, parce que même une personne non sportive peut transmettre de nombreuses valeurs, le fair play par exemple, ou justement la motivation à participer à une activité alors qu'on ne se sent pas en capacité de le faire. Ça peut transmettre de belles choses. Donc voilà, c'est un double sens et c'est beaucoup plus original et on essaye justement de promouvoir ces job dating inclusifs sur nos nombreux événements. Je voudrais rajouter aussi du coup que le sport, donc comme je viens de le dire, est vecteur de multiples valeurs. Ça permet aussi de s'exprimer différemment également et de se valoriser d'une autre manière. Donc je vous remercie pour ces échanges précieux. On a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont très intéressantes aujourd'hui. Donc on peut voir qu'au final, on ne définit pas une personne par rapport seulement à son handicap. Voilà, ils ont des savoir-faire, des compétences, des qualités, comme tout le monde, et qui peuvent justement exposer et démontrer à travers le sport. Maintenant, on va plus parler, après avoir justement un peu introduit l'insertion professionnelle. On va essayer de voir comment pérenniser l'emploi d'une personne en situation de handicap. Donc avec Nicole toujours, François-Xavier et Vincent.
Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ce sujet, mais je pense qu'il y aura de belles choses qui vont être dites. Effectivement, il y a plein de choses à dire sur le sujet. Recruter, c'est bien, pérenniser, c'est mieux. Alors, ceci dit, pérenniser, comment faire? L'employeur n'est pas seul dans cette aventure. Une fois qu'il a décidé, qu'il a dans son sein une personne en situation de handicap, il y a des accompagnements qui peuvent être proposés. Nous, à la GFIP, on peut par exemple l'accompagner aussi bien de façon humaine que de façon financière, selon ses besoins. S'il a besoin d'avoir, je ne sais pas moi, de passer plus de temps avec une personne pour lui expliquer les consignes, pour le rassurer, eh bien tout ça, ça peut faire partie d'une compensation financière, et c'est notre travail que d'aller lui expliquer les différents dispositifs dont il peut bénéficier. Il y a également des choses très simples qui peuvent être mises en place, des actions de sensibilisation, mais là je laisserai mes collègues développer davantage le sujet. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que le recrutement, ça n'est que le début, et qu'ensuite, ça doit vraiment être le début d'une belle aventure, mais qui doit vraiment impliquer tout le collectif de travail pour que le salarié et le collectif se sentent vraiment bien. Alors, je veux bien illustrer par quelques exemples ce que tu viens de mentionner. À titre perso, moi, je me souviens que dans une des premières entreprises dans laquelle j'ai travaillé, on m'a toujours précisé que je ne serais pas embauché par rapport au fait que j'étais en situation de handicap pour rentrer dans quelques quotas que ce soit, mais que c'était vraiment une notion de compétence, de capacité de répondre au poste. Mais qu'à l'inverse, notamment grâce à la GFIP et les aides qui sont possibles, que l'entreprise mettrait tout en œuvre pour que mon boulot soit possible malgré le handicap. Et cette philosophie, en tant que sportif, elle me plaît beaucoup parce que ça met en avant d'abord le talent, d'abord les capacités de la personne. Et je vais illustrer par un exemple perso qui est dans un de mes premiers boulots, c'était du test et de la qualité sur des équipements de réseau et de sécurité pour des grosses entreprises américaine dans les télécoms. Et ça se passait en salle machine sur le bassin grenoblois pour faire des tests dans des salles très complexes en termes d'organisation de l'espace. Et le simple fait que je sois en fauteuil roulant, ça pouvait être compliqué par rapport au passage de câbles, notamment la fibre de verre, par rapport au positionnement des écrans, des claviers et de l'ensemble des équipements. Et bien, pour que moi je puisse travailler, tout le monde s'est mis en œuvre pour qu'il y ait la place dans les allées, que tout soit en aérien, soit au sous-sol, notamment pour les câbles fragiles. Et ça a rendu le travail plus facile d'abord pour moi, et puis par extension pour l'ensemble de l'équipe. Et à partir du moment où on a bossé ensemble, on a eu les meilleurs résultats en termes de tests qui n'ont jamais été atteints, simplement parce que avec un peu de bon sens, un peu d'organisation, le fait que moi j'ai une certaine exigence d'accès et de possibilités de travail, ça a facilité le travail pour tout le monde, et tout le monde était gagnant. Et il y a un exemple que j'aime bien mentionner sur un autre type de handicap, c'est dans une salle blanche d'une grosse entreprise travaillant dans le high-tech pour les satellites et des équipements militaires et d'aérospatial. Qui a fait une démarche assez courageuse à l'époque d'embaucher des personnes en situation de handicap, de surdité, pour travailler dans la salle blanche. À niveau égal, à compétence égale, il y avait un débat pour savoir est-ce que c'était une bonne idée d'embaucher des personnes en situation de handicap, alors qu'il y avait un niveau d'exigence très très élevé. Donc là, on touche à des a priori, des idées reçues, des images parfois un peu fausses sur le talent ou la capacité des gens. Et après beaucoup d'efforts, ces personnes ont travaillé en équipe, en salle blanche. Et il y avait un regard très très pointu, très exigeant sur la qualité du travail. Et puis ils se sont rendus compte au bout de quelques semaines que finalement, non seulement ils ne faisaient pas moins bien que les autres, mais en fait, ils faisaient encore mieux que les autres en termes de résultats, de qualité de soudure, etc. Et en creusant un peu, l'ensemble des collaborateurs se sont rendus compte que le fait d'être en situation de surdité, c'était une force dans l'équipe parce que quand il y avait un bruit d'un outil qui tombe ou quelqu'un qui passe dans le couloir ou une ventilation qui se met en route, mais eux, ils n'étaient jamais perturbés, contrairement à d'autres personnes, entre guillemets, ordinaires ou valides. Et j'aime bien cette histoire parce que finalement, ce qu'on pouvait considérer comme une faiblesse ou comme une déficience, c'est montré être une force et une qualité qui permettait aux personnes de faire un travail
d'encore meilleure qualité que les autres. Et l'histoire, elle ne s'est pas arrêtée là parce que, à titre d'exemplarité, finalement, toute l'équipe s'est inspirée de ça. Et ceux qui n'étaient pas sourds, ils se sont mis en situation de surdité pour être encore meilleurs dans leur travail en utilisant des casques anti-bruit. Donc je trouve que l'histoire, elle est sympa parce qu'à un moment, il faut sortir du cadre, oser quelque chose et puis tirer les leçons d'une situation qui au début pouvait sembler complexe mais qui était inspirante pour le reste de la société. À quelque chose et j'aimerais bien faire partager une expérience qui me vient en tête sur un tout autre type de handicap qui est le trouble du spectre autistique. On a une action sur Lyon qui s'appelle de l'autisme à l'emploi que nous a demandé de mettre en place l'ADRETS avec l'aide d'Andy Lyon-Rhône, à laquelle la GFIP est associée. Et du coup, je parlais tout à l'heure d'accompagnement pour un recruteur qui avait employé, qui emploie une personne donc, qui présente ce type de trouble. Tout simplement, cette aide, elle consiste en quoi? Aller demander à un prestataire une intervention pour expliquer ce que c'est que le trouble du spectre autistique et de donner les bons codes. Parce qu'en fait, on peut être dérouté par rapport à une attitude d'une personne qui présente ce type de trouble. Et justement, c'est d'expliquer les réactions et d'expliquer pourquoi la personne réagit comme cela et ne pas en prendre ombrage, ne pas en prendre peur, ne pas s'en éloigner. Mais c'est aussi ça, voilà, pérenniser un poste. Alors, je me vois dans vos actions, vos témoignages. Ça me fait vraiment beaucoup écho. Alors, ce qu'on évoque depuis le début aussi, mais finalement, ce que ce webinaire apporte, ce que les sensibilisations qu'on peut apporter, qu'aussi bien la GFIP que la Ligue du sport adapté, mais on est vraiment autour de cette société qui évolue, qui va vers ce dispositif et cet accueil beaucoup plus inclusif. Et finalement, c'est souvent ce qui ressort dans les témoignages qu'on peut avoir, c'est que les solutions qu'on trouve ou les insertions, les inclusions qu'on peut mettre en œuvre, finalement, elles permettent très souvent de faire émerger une originalité et qui finalement devient une innovation et qui est au service du coup du groupe et plus seulement de la personne en situation de handicap. Donc comme tu l'évoquais sur cet atelier en zone blanche là, qui est hyper rigolote finalement puisque ça s'inverse totalement au cours de l'histoire. Ça fait aussi écho à des choses donc, qui ont été travaillées là autour de ce webinaire, mais à une méthode qui sera en soutien du coup sur la méthode Falk, qui est une méthode de facile à lire à comprendre, qui au départ est développée pour des publics avec des difficultés de lecture et de compréhension, et qui finalement en fait sont accessibles à tous parce qu'en fait ça rend beaucoup plus accessible les informations et la lecture. Certes, ça met moins de place des fois à la fioriture, à l'originalité qu'on peut englober autour, mais finalement ça fait naître des innovations. Et cet aspect-là et cette approche-là que nous on essaie d'amener aussi, c'est une approche de bienveillance et d'écoute en fait de chacun et de ses singularités. Et c'est, comme on l'évoquait tout à l'heure, finalement, c'est ce qui permet de la pérennisation dans un poste, dans une équipe, dans une pratique sportive. C'est garder cette vigilance-là, mais dans le temps. Et c'est souvent ce qui est compliqué. Alors nous, on a souvent ces témoignages-là aussi historiquement qui revenaient des sportifs qu'on accompagnait dans des clubs en inclusion, en insertion, en intégration, en fonction des époques, on a appelé ça différemment. Mais finalement, l'insertion ou l'intégration ou aller dans un club avec des personnes qui n'auraient pas cette étiquette de personnes en situation de handicap n'était pas souvent l'étape la plus compliquée, mais c'est souvent de pouvoir garder cette éthique, cette morale derrière, de rester vigilant et finalement de pas occulter la difficulté ou la particularité de l'individu. Parce que sinon, il y a un moment où on oubliait aussi de faire attention à l'autre. Et je pense que dans l'entreprise, comme dans les pratiques sportives, c'est ce qui fait aussi qu'à un moment, on se sent bien et que dans le temps, on est en capacité de s'épanouir dans son travail, dans ses missions, dans ce qu'on a envie de faire et finalement, à un moment, d'arriver à être quelque chose qui sert le groupe aussi, soit par un meilleur bien-être et une meilleure cohésion dans l'équipe, soit effectivement par des innovations qui amènent du coup une plus-value et qui deviennent une richesse. Eh bien, merci pour tous ces échanges et ces expériences. Voilà, ça devient très intéressant. On voit qu'au final, la pérennisation de l'emploi, d'après vos propos, n'a pas l'air si
extrême et compliqué que ça. Il suffit juste, avec certaines adaptations, voilà, de la communication interne, voilà, d'apporter chacun ses billes, son originalité. Alors, c'est pas grave si notre document n'est pas hyper original avec des images de partout, mais si au final elle est compréhensible par tous, pourquoi pas avancer justement dans cette trame-là. Donc justement, depuis le début, hein, on compare souvent le sport avec l'équipe professionnelle, une équipe voilà, sportive et une équipe de collaborateurs. Donc ce lien est très intéressant et je pense que justement par l'avenir, ça deviendra encore plus prisé et de plus en plus intéressant sur ce sujet-là. Donc justement, on accueille toujours François-Xavier, Vincent, Willy et sa traductrice sur le plateau pour justement parler de ce sujet de l'insertion par le sport. Donc est-ce que Vincent, vous voulez commencer Qu'est-ce que vous inspire un petit peu ce sujet et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, dans les différentes expériences que j'ai eues au niveau professionnel par rapport à ma carrière sportive également, c'est que on a souvent tendance à dire de manière un peu simpliste qu'il va y avoir un sportif de haut niveau qui rentre dans une équipe et ça va apporter plein de choses à l'équipe. Et je pense que c'est vrai parce que en tant que sportif, on a tout un tas de valeurs issues du sport et puis de modèles d'organisation qui sont utiles pour l'entreprise, ne serait-ce que sur la gestion du temps, la gestion des règles, la capacité de travailler par objectif, parce que si on prépare une compétition majeure comme les championnats du monde ou les Jeux, ben, il faut être prêt à temps. On ne peut pas se permettre de glisser en termes de gestion de projet à finir plus tard ou voire finir plus tôt. La capacité d'être investi, d'être motivé, d'être présent sur les projets et auprès des équipes, c'est quelque chose qui est très fort dans le monde du sport. En général, les athlètes dans les entreprises ont un taux d'absentéisme qui est assez proche de zéro en termes de motivation, de gestion du planning, de l'hygiène de vie au quotidien, de considérer le sport santé en permanence. Et il y a tout un tas de notions qui sont très profitables, bénéfiques à l'ensemble des équipes. Mais je trouve que c'est bien de mentionner aussi que ça marche dans l'autre sens, que le monde de l'entreprise nous apporte des choses, nous apporte un cadre, nous apporte des modes de fonctionnement qui sont parfois hiérarchiques et qui sont importants à intégrer, la notion de résultat qui est super importante. Donc c'est vraiment un échange qui se met en place. Et cette richesse, elle est profitable, elle est bénéfique, elle est utile à tous, aussi bien les gens avec lesquels on travaille dans l'entreprise que le retour qu'on peut en avoir en tant que sportif. Donc, pour moi, cette notion de réussir ensemble à être plus fort, c'est quelque chose qui est très important. Ouais. Et justement, ça amène aussi de la diversité au sein d'une équipe, donc qui peut être très intéressant pour voilà, les compétences de chacun, comme on l'a dit aussi précédemment. François-Xavier, est-ce que vous voulez justement intervenir un petit peu sur le sujet de l'inclusion par le sport? Outre tout ce que ça peut développer pour un sportif, et je parle bien de sportif avant de sportif en situation de handicap, puisque du coup, avant tout, ça reste quelqu'un qui a un parcours et un projet sportif. Ça développe beaucoup de compétences, mais ça développe aussi beaucoup de reconnaissance. Et pour notre public, alors nous, plus spécifiquement, avec une situation qui est plutôt liée au handicap mental ou psychique, c'est parfois très, très compliqué de pouvoir se présenter, d'être en lien avec les autres, de faire reconnaître aussi ses émotions, et puis finalement aussi des fois ce qu'on peut avoir envie, et ce qu'on peut projeter. Donc Vincent tout à l'heure qui l'exprimait, vous avez vu comme la communication n'est pas toujours évidente pour lui, mais néanmoins il avait ce projet et du coup il a quand même pu tenir bon avec sa famille, avec des structures qui l'accompagnent, notamment la Ligue du coup du sport adapté. Donc il évoquait ce suivi socio-professionnel qui est fait aussi et qui permet finalement d'aller valoriser ce parcours sportif et les exigences qui y sont liées au travers de l'entreprise et de la performance. Le passage par des sensibilisations est souvent fait aussi pour mettre en avant ça et mettre en avant finalement leur grande capacité, leur performance et finalement modifier le regard de l'autre pour lui permettre de ne plus voir finalement très souvent ce côté déficience, paternaliste, faiblesse et passer outre ça et se rendre compte finalement qu'on est sur des personnes qui ont des grandes capacités, des capacités de performance importantes,
mais que finalement, ce qui est capable d'être fait dans le monde sportif devrait être capable d'être fait aussi dans le monde de l'entreprise. Vous expliquiez tout à l'heure, on parlait des job dating sportifs, etc., qui émergent. C'est à mon sens quelque chose qui est vraiment dans ce volet inclusif et qui, au travers de la pratique sportive, avec toutes les valeurs de performance, de programmation, comme tu l'évoquais, d'exigence, fait qu'à un moment, on a vraiment des ponts et des choses qui vont se tisser et qui vont favoriser l'inclusion. Et ça favorise aussi le partage du coup d'émotions, de choses qui tissent des liens et qui finalement tissent des liens dans un groupe dans lequel on se reconnaît et dans lequel on partage des valeurs et des buts communs. Et donc on est bien là sur des espaces de vie, que ce soit entre l'entreprise ou le cadre sportif, mais des espaces de vie où on va tisser des liens avec les autres et faire en sorte que finalement on n'est plus que des personnes avec des singularités, des spécificités et qu'à un moment on est bien dans un espace de vie commun. Donc on retrouve à travers voilà, ces beaux témoignages encore de plein de belles choses, voilà, des émotions qui sont là aussi. Il y a tout ça à prendre en compte. Et justement, on fait encore ce parallèle, comme depuis le début, de l'équipe sportive et l'équipe dans le monde professionnel des collaborateurs. Et pourquoi pas justement inclure le sport directement dans le milieu professionnel. On entend souvent parler justement du sport d'entreprise, qui nous, on essaye de mettre en place ça et de solliciter les entreprises à le mettre en place pour voilà, le sport qui apporte de belles valeurs, autant physiques pour les salariés. Vincent, tout à l'heure, vous parliez de l'absentéisme. Le sport aussi permet de réduire cet absentéisme. Il y a aussi beaucoup de capacités psychologiques. Le sport aide à réduire le stress, par exemple. Voilà, de nombreux bienfaits, mais aussi le côté social, puisque quand on travaille en entreprise, on est souvent en équipe. Alors, ça arrive qu'on soit en individuel, mais dans le monde de l'entreprise, voilà, le sport peut permettre un lien en fait entre les collaborateurs, permettre un dynamisme aussi en plus. Et justement, je voulais vous parler d'un métier qui existe de ça, c'est enseignant en activité physique adaptée. Parce que comme je le rappelle et je l'ai dit précédemment, en parallèle à ce stage que je fais à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport d'entreprise, je suis enseignante en activité physique adaptée et santé. Je suis encore étudiante, je suis en Master 2 dans cette filière. Et justement, en fait, qu'est-ce que c'est un enseignant en APA? C'est comme ça qu'on l'appelle en diminutif. Alors, je vais vous lire le code déontologique, comme ça l'exprimera mieux que moi. Alors, un enseignant en APA intervient auprès de toute personne n'ayant pas ou ne pouvant pas pratiquer une activité physique ou sportive dans des conditions ordinaires et qui présente des besoins spécifiques de santé, de participation sociale ou d'inclusion du fait d'une maladie, d'une limitation fonctionnelle, d'une déficience, d'une vulnérabilité, d'une situation de handicap, d'exclusion, d'une inactivité ou, comme en entreprise, parfois, certaines missions apportent un comportement de sédentarité. Il intervient dans des environnements et des conditions techniques, matérielles et réglementaires favorables à une pratique physique régulière, reposant sur la conception de programmes, de projets ou de dispositifs à des fins d'éducation, de prévention, de promotion de la santé, de performance, d'inclusion, de participation sociale, d'autonomie. Il exerce ses missions dans le respect de la déontologie du métier de l'enseignant en APA et des secteurs dans lesquels il évolue. Alors voilà comment la SFP APA le définit. Donc voilà, ça commence ce métier justement à se développer, à prendre de plus en plus d'ampleur, notamment aussi dans le sport en entreprise. Voilà, c'est une chose à dire aussi, puisque comme c'est en développement, comme je le dis, peu de personnes le connaissent, mais voilà, on est capable d'adapter toute pratique physique à tout handicap ou, comme je l'ai dit, à toute personne à besoin spécifique. Donc, pourquoi pas proposer ces services-là, et notamment aussi aux pathologies chroniques qui sont de plus en plus abondantes ces dernières années, malheureusement. Donc voilà, essayer de faire une grosse cohésion et des adaptations pour que tout le monde s'y retrouve et tout le monde justement puisse montrer ses compétences aussi sportives et pour bénéficier tous d'un bien-être général et d'une meilleure qualité de vie. Voilà, on va aussi introduire Willy et encore Vincent pour nous parler un petit peu plus
du côté de leur sport, voilà, de leur côté sportif. Tout à l'heure, ils nous ont plus exposé leur côté milieu professionnel. Donc voilà, si vous avez des choses à nous partager aussi, comment le sport vous a aidé dans votre vie, dans votre insertion en milieu ordinaire, voilà, si vous pouvez nous partager un petit peu tout ça. Donc le sport a été bénéfique pour moi grâce à mon père qui a été footballeur longtemps. Donc comme on dit, tel père, tel fils. Et aussi la compétition est ma seule motivation. Merci pour ce petit témoignage. Vincent Bourri, est-ce que vous voulez apporter quelque chose justement à ce sujet-là? Moi, le sport, il a fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance de pratiquer plein de sports différents, que ce soit des sports d'équipe ou des sports individuels. J'ai 2 frangins et tous les 3, on a grandi dans un univers où nos parents étaient très très exigeants, très stricts en termes d'exigences sur faire les devoirs, d'aller à l'école, etc. Mais que c'était absolument indispensable de faire le maximum de sport. Et d'autant qu'on avait la chance d'habiter à la campagne. Et le sport était présent jusqu'à ce que j'ai mon accident qui finalement était assez grave et qui m'a pas mal remis en question à ce moment-là. Et pendant la période de rééducation, je pense que le sport a été aussi une aide pour moi en termes de philosophie, en termes de motivation, parce que j'avais un peu plus de 18 ans quand c'est arrivé, j'avais une ignorance totale mais du handicap, j'avais jamais été malade, jamais blessé, j'avais pas eu la chance de rencontrer des personnes en situation de handicap, d'avoir vécu des sensibilisations ou des événements comme ça, donc c'est vraiment une absolue ignorance de tout ce monde-là. Et dans un premier temps, j'ai réagi avec énormément de colère et de sentiment d'injustice. J'étais complètement effondré par rapport à ça, en me disant mais pourquoi moi, pourquoi ça me tombe dessus? Enfin, c'est pas juste, c'était pas le plan. Et après pas mal de temps, j'ai pu basculer, notamment avec le regard et l'esprit sportif, en me disant bah, je vais arrêter de me lamenter sur mon sort, de me focaliser sur ce qui marche pas ou ce qui marche plus et les difficultés que j'ai, et essayer de regarder plutôt ce qui fonctionne et d'optimiser un peu comme un sportif va le faire pour pouvoir utiliser au mieux ses talents, ses qualités, ses points forts. Et c'est ce qui m'a motivé, en plus de mon entourage, à rebondir, à repartir de l'avant. Et puis je suis sorti de cette colère et de cette frustration où j'arrêtais pas de dire bah, pourquoi moi, jusqu'au jour où je me suis dit bah, pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi ça serait pas possible de pouvoir rebondir, d'avoir à nouveau un projet sportif, un projet personnel, un projet d'études, un projet de faire des choses avec ma famille, avec des copains, d'avoir un travail, etc. D'avoir un projet de vie, quoi, tout simplement. Et le sport m'a beaucoup aidé dans ce cheminement-là, jusqu'à ce que bah, je puisse retrouver un niveau, retrouver un équilibre entre mon boulot, mes passions au niveau de mon travail et de mon sport, à tel point que aujourd'hui, le sport est toujours super présent dans tout ce que je peux proposer, tout ce qui m'anime et tout ce que je propose aussi comme animation. Et on parlait d'inclusion, d'insertion par le sport en mettant en avant un certain nombre de qualités. Moi, je suis parti sur un défi encore un peu plus ambitieux par rapport à l'image qu'on peut avoir, le regard qu'on peut porter sur le handicap. Et mon nouveau métier, mes nouvelles interventions sont d'accompagner des dirigeants, des managers ou des équipes dans des grosses entreprises du CAC 40 ou éventuellement dans des collectivités territoriales, en allant à l'encontre du regard de dire bah voilà, on va intégrer, on va inclure, on va prendre quelqu'un qui est en situation de handicap avec toutes ses difficultés, puis on va faire le maximum pour pouvoir l'accompagner. Et en fait, maintenant, je me dis bah, finalement, c'est moi qui vais me positionner en tant que personne en situation de handicap pour accompagner des dirigeants d'entreprise, pas forcément par rapport au handicap, mais par rapport à des difficultés qu'ils traversent dans une situation de crise, la gestion de conflits, une fusion-acquisition qui se passe mal, un mouvement social ou une entreprise qui a envie d'aller encore mieux quand tout va bien. Et j'aime bien cette inversion de paradigme où finalement c'est la personne handicapée qui va aider des équipes à progresser sur des sujets qui ne sont même pas forcément liés au handicap.
Et ça m'éclate pas mal en ce moment d'aller creuser sur sur ces nouveaux défis. C'est pas facile, mais il y a beaucoup de succès aussi. Pour aider à changer le regard aussi, il faut parfois prendre un peu des risques. Et aujourd'hui, je me sens super à l'aise avec ça et j'aime bien m'inspirer d'un vieux coach qu'on voit plus trop dans les soirées, mais qui est un philosophe qui est décédé, qui s'appelle Sénèque. Et lui disait entre autres que vivre, c'est être utile aux autres. Et aujourd'hui, je me retrouve là-dedans en essayant d'être présent et d'accompagner les gens et les entreprises. Bah, merci Vincent pour ce beau témoignage. On voit vraiment que le sport a une importance dans toute votre vie, autant personnelle que professionnelle. Donc c'est sûr que ça fait plaisir à vous entendre. Revenons peut-être à Willy. Peut-être est-ce que tu peux nous partager un peu, toi tu es dans deux clubs, dans deux clubs de foot, pardon, avec des personnes en situation de surdité comme toi, et un autre où justement tu es avec des personnes entendantes, comme tu me le disais. Est-ce que voilà, tu peux nous partager un petit peu tes facilités, tes difficultés justement, et comment ça t'a permis, comment tu as pu avoir accès à ce milieu justement inclusif avec des personnes valides dans ce club de foot? Premièrement, ça a été difficile de m'adapter dans l'équipe à FC Vinicieux, ceux qui sont entendants. Donc les joueurs entendants ont eu du mal au début à me comprendre et à s'adapter. Mais ensuite, ils se sont adaptés et ont pris l'habitude. Et à la fin, ils ont pu apprendre quelques langages des signes. Et aussi, deuxièmement, j'ai mon équipe à Villeurbanne qui sont sourds. Et là où j'ai facilement pu m'intégrer car je peux facilement discuter et communiquer avec eux sans problème. Et aussi, troisièmement, je suis intégrée à l'équipe de France sourd. Donc c'est le pareil que Villeurbanne. La communication est facile, ils sont tous sourds ou malentendants. Donc à la fin, j'ai su m'adapter dans toutes ces équipes. Et maintenant, je suis heureux Ce dans toutes beau ces témoignage équipes. d'expérience aussi, on voit que le sport a également aidé. Est-ce que justement le sport, cette partie sportive justement, l'a aidé dans sa recherche d'emploi ou dans, je sais pas, d'être mieux au sein de son entreprise? Je pense pas que ça m'a vraiment aidé dans mon entreprise, mais je sais que cela a pu enrichir, par exemple, mon vocabulaire et aussi d'autres performances au sein, grâce à ces équipes de foot, donc grâce à FC Vénitieux avec les entendants. Et cela m'a apporté beaucoup d'enrichissement. Aussi, petite chose, pour communiquer du coup avec les entendants, c'est facile car ils miment. Et du coup, à la fin, il comprend. Merci Willy. Au final, on voit qu'il y a une adaptation au final de ta part et aussi par rapport à tes coéquipiers en fait de l'équipe de foot où justement et on voit une réelle, ils veulent t'intégrer et t'inclure justement. Donc c'est sûr que ça doit être un peu plus facile pour tout le monde quand ça va dans ce sens-là. Justement, comme on le redit, hein, le sport est vecteur de nombreuses valeurs pour permettre une cohésion et enlever les barrières face au handicap. Et nous, on a à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport d'entreprise, on a un événement justement phare qui représente et qui promeut cette diversité, qui est la course de la diversité. Voilà, donc vous pourriez être invité par exemple et on pourrait tous se retrouver justement ce jour-là. Donc cette année, ça sera le 24 septembre au parc de Paris. Donc voilà. On vous invite avec plaisir. Nous arrivons au terme de cette conférence qui fut très riche en enseignements. On se rend compte quand même que le parcours est encore semé d'embûches pour les personnes qui sont atteintes de handicap, que ce soit moteur, psychique ou mental, pour une inclusion totale et pleine et entière dans le monde professionnel. Le sport reste quand même une porte d'entrée, vous l'avez tous témoigné, ne serait-ce que par les valeurs qu'il développe. Et vous l'avez dit très justement, et j'ai apprécié votre témoignage. Donc, mais le chemin reste encore assez long à parcourir.
Alors, j'espère qu'on y arrivera. Je tiens à remercier l'ensemble des participants, tous ceux qui ont témoigné et qui nous ont apporté effectivement leurs expériences. Je remercie également, bien entendu, la Ligue du sport adapté, qui est notre partenaire, un de nos partenaires principaux, le handisport, AGFIP. Et puis, bien entendu, je remercie l'ensemble de ma petite équipe qui a organisé cette conférence, principalement, écoutez, Séverine, Tom, Christophe, Gaspard, Elisa, et puis, bien entendu, Laurie. Laurie qui a mené cette conférence de main de maître. Je vous remercie et on vous donne rendez-vous pour la course de la diversité. Merci à tous.